me présenter, j'ai fait, avant de travailler chez Checkmark, j'étais développeur et puis directeur technique sur des marketplaces, des réseaux sociaux, des choses comme ça, des trucs plutôt modestes, mais avec des technologies qui étaient différentes. Et aujourd'hui, face à des clients comme la Société Générale ou plein d'autres, vous avez des stacks de développement et de déploiement qui sont totalement différentes. Alors, il y a des fondamentaux, hein, on va pouvoir le voir. Vous allez avoir des orchestrateurs qui vont permettre de gérer le DevOps, donc c'est le GitLab, avec ses pipelines, GitHub aussi, les GitHub Actions, j'espère que ça vous parle un tout petit peu ça. Jenkins, qui est très populaire aussi encore en France. Bitbucket sont des outils qui vont permettre de pouvoir prendre en charge, dès qu'une modification de code est appliquée, pouvoir pousser en production. Donc, le but du jeu du DevSecOps, c'est d'automatiser les processus de lancement de scan. C'est-à-dire que mademoiselle, moi je n'ai pas retenu le prénom, et vous ne l'avez pas dit, quand vous devez pen-tester, comment est-ce que ça se passe? Vous recevez un mail qui dit, ben voilà, il y a cette application à tester, il faut commencer à essayer de trouver des vulnérabilités. Concrètement, comment ça se passe, le métier de pen-test? Vaste question. Comment ça se passe le métier de pen-test? Le métier de pen-test, c'est le client qui vient nous voir. Tel site ou telle infrastructure à tester. Soit on attaque soit dans le boîte noire, avec le code source, sans accès. Soit sinon on va passer en mode plus pour les grises où on a des accès. Soit on passe en boîte blanche où là on a accès à tout. Le code, la configuration, les différentes solutions qui sont en place. Mais comment est-ce qu'on vous donne ce travail? Comment est-ce que vous savez qu'à un moment il va falloir pen tester cette application? Ça dépend du client, du prêt. Est-ce qu'il y a un truc automatique qui est lancé ou est-ce que finalement il y a quand même une interaction humaine? C'est full interaction humaine. Oui. Le DevSecOps, c'est l'inverse. On continue à rigoler entre développeurs et plutôt que de développer l'application, on va développer les pipelines, les opérations qui servent à faire par exemple les tests de sécurité, les tests de montée en charge, les tests, etc. Alors, on va peut-être avancer d'une slide parce que si je fais une slide toutes les 10 minutes, ça ne va pas aller. Dans mon ancienne vie, j'étais en mode 3 tiers. C'est en fait ce que vous voyez là. En fait, l'application avait un modèle qui était finalement assez standard avec une couche de données, une couche de business, de ce qui se passe, de ce qui doit être fait en fait en termes de modélisation et de process, et puis à la fin, vous avez l'interface. Aujourd'hui, dans un cluster Kubernetes, vous pouvez avoir des microservices qui interagissent les uns avec les autres, qui sont construits sur des briques open source, qui sont construits sur des briques d'autres équipes qui vont travailler sur, par exemple, un module pour pouvoir loguer des choses, ou, je ne sais pas, accéder à des données, ou, je ne sais pas, plein d'opérations possibles. Et ces briques-là, ensuite, vont être utilisées pour construire comme des Lego, en fait, l'application qui, à la fin, va être déployée. Il faut réussir à prendre en charge ces deux modèles. Quand on est face à quand on a un éditeur, quand on est face à un client, on va avoir différentes topologies. Il va falloir s'y adapter. Alors, l'approche traditionnelle, quand on faisait de la sécurité applicative en mode boîte blanche, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait on a le code source, donc on peut savoir ce qu'il y a dans l'application, contrairement à la boîte noire où en fait on teste un petit peu partout s'il n'y a pas des vulnérabilités dans l'application qui est en production, qui est en train de tourner, enfin qui est en mode de test. Une bonne approche, c'est de regarder ce qu'il y a dans le code source, de lancer un scan, qu'on appelle un scan SAST, c'est en fait pour Static Application Security Testing, c'est-à-dire en fait on va regarder dans le code source comment il est construit, on va essayer de trouver des flux vulnérables dedans ou des mots de passe écrits en dur. Et ça c'est une première approche. On peut accéder directement dans le repository. On va pouvoir aussi scanner les librairies open source qui ont été utilisées. Par exemple, vous avez une date d'accès à une base de données, je ne sais pas, MongoDB par exemple, vous avez une application Python ou Java, vous allez avoir un driver MongoDB qui va permettre d'accéder aux données. Eh bien, si ce driver-là est vulnérable, il faut le savoir. Et puis, il peut y avoir des tests aussi, mais le scope est assez rapide à faire.
quand vous êtes dans une logique de microservices, il va falloir tester un petit peu partout parce que vous allez avoir des flux qui vont transiter ici ou là. Alors là, c'est ce qu'on a réussi à identifier chez Checkmarx comme scanners qui vont permettre de pouvoir trouver des vulnérabilités on va déployer petit à petit. On en a certains qui sont déployés et d'autres qui ne le sont pas. Donc la partie ça, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire, en fait, on va scanner le code source de l'application. Avec SCA, on va scanner les librairies open source. Avec Kix, qui s'appelle Keep Infrastructure as Code Secure, on va scanner les recettes IAC Infrastructure as Code, en fait les recettes qui permettent de déployer dans les clusters Kubernetes. Donc ça c'est quoi? C'est du Sol, c'est du Terraform, c'est de l'Ansible, etc. Absolument, du Dockerfile. Ou du Dockerfile, enfin ça c'est plus... Et du Dockerfile. Voilà, enfin ça c'est plus effectivement la mano, ça quand même. Dockerfile aujourd'hui c'est plus fait à la main quand même. Terraform, c'est quel bloc? Alors, IAC, c'est infrastructure as code. C'est-à-dire, en fait, quand Doctolib dit, bah, moi, en fait, je dois déployer non pas 400 pods, mais 1000 pods, un pod, c'est on va dire une unité logique, en fait, dans un cluster Kubernetes, pour faire simple. Très grossi. En fait, là, vous êtes ce microservice-là, mais Doctolib va le déployer 400 fois ou 1000 fois, etc. IAC, c'est ce qui va permettre à Doctolib, en programmant, je ne sais pas s'ils le font ça exactement, mais enfin, en gros, je ne vois pas comment ils pourraient le faire autrement. Ils vont dire, bah voilà, plutôt que de faire 400, bah, tu déploies 1000. Et on coder plutôt que 400, plutôt 1000. Donc là, Kix, c'est ce qui va permettre de pouvoir détecter des vulnérabilités ici. On regardera ça tout à l'heure, donc il faut que j'aille plus vite parce que sinon mes démos vont aller. Et puis, on peut dormir là, quoi. Absolument. Ah bah moi non, en tout cas. Et puis, vous avez la partie, alors API Security, bon, on va aller très rapidement dessus, mais bon, vous comprenez bien que là, à un moment, vous avez des microservices qui doivent interagir entre eux, qui doivent accéder en fait à l'application, et tout cela en fait nécessite à vérifier que les contrats entre les API n'ont pas de problème. Enfin, ça. Supply chain, alors ça c'est quelque chose qu'on est en train de développer et qui est extrêmement prometteur sur la sécurité applicative, c'est SolarWinds. Est-ce que vous avez entendu parler de SolarWinds? Oui, à peu près, je résume vraiment très rapidement. C'est-à-dire en fait, vous aviez un éditeur de logiciels qui signait du bout de code qui partait en production chez ses clients. Et en fait, la signature de ces composants en disant c'est nous qui l'avons fait, et puis a priori on a utilisé Checkmarx pour tester, enfin, je ne sais pas, on a pen testé, voilà, on est sûr que ce bout de code-là vous pouvez le déployer, bah, en fait ils n'étaient pas sûrs, il y avait du code malicieux qui était injecté. Donc ça c'est la supply chain d'un point de vue général, c'est-à-dire en fait vous allez pousser dans une entreprise des outils qui vont être vulnérables. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à la supply chain des librairies, qu'elles soient internes et qu'elles soient externes. Vérifier s'il n'y a pas du code malicieux qui a été poussé dans la dernière version qui va être utilisée automatiquement par les systèmes. Parce que derrière tout ça, il y a des systèmes automatisés. C'est ce qu'on va voir. De security. Plusieurs choses à comprendre dans cette slide. La première des choses, c'est que dans des organisations comme la Société Générale, tout le monde ne fait pas, la stack n'est pas concentrée sur une seule équipe. Il va y avoir plusieurs équipes qui vont travailler, des équipes qui vont développer l'application, des équipes qui vont vérifier que le conteneur est bien sécurisé et qu'il peut être poussé en production, et enfin des équipes qui vont être au niveau de la production et qui vont regarder si l'infra, par exemple, qu'un conteneur n'est pas en train de tourner en mode route, en mode administrateur. Un conteneur qui tourne en mode route, par exemple un cluster OpenShift, interdit le déploiement de l'application. Donc ça veut dire que si, par exemple, les développeurs disent j'ai fait mon petit Dockerfile, je l'ai fait tourner sur mon ordinateur, ça tourne bien nickel. Je dis en fait aux équipes DevOps que cette application-là, elle est dans ce conteneur, ça va tourner, ça va être nickel. Et si après ce conteneur arrive au niveau de la production et que les équipes de production disent ah c'est bête ton conteneur, j'essaie de le pousser en production mais en fait ça ne marche pas parce que y a tel problème, vous êtes obligé de revenir en fait en arrière. Donc, et ça peut prendre 3 mois. Et donc en fait après il faut revenir et reprendre 3 mois. Donc l'idée c'est de se dire, si on pouvait détecter au plus tôt avec un outil SaaS, un outil SI, enfin tous les outils qu'on peut avoir, si on pouvait détecter les vulnérabilités très tôt dans le déploiement, eh bien ça permettra à Doctolib, qui pousse 3 fois par jour son application en production, de se dire au moins ce que je pousse en production, je n'ai pas à attendre 3 mois que mademoiselle ait pen testé l'application.
C'est ça l'idée en fait qu'il y a derrière le DevSecOps, c'est qu'on va automatiser ces processus-là, et puis l'AppSec, c'est on va essayer de faire en sorte que le développeur ait la capacité de pouvoir corriger les vulnérabilités. C'est aussi simple que ça. Vous avez peut-être des questions? Et puis je vais peut-être commencer à m'asseoir, et puis bon là je vous explique en fait. Donc là le grand truc qui se passe au niveau marketing chez Checkmarx, c'est que ça fait 15 ans qu'on existe. On avait une technologie qui était basée sur une VM Windows, pour dire la chose simplement. Et là, on a tout migré sur un cluster Kubernetes, puisque maintenant c'est devenu un standard. Beaucoup de gens connaissent Kubernetes, ont un petit peu pratiqué Kubernetes. C'est du quotidien presque même. Ouais. C'est devenu une espèce de standard de déploiement d'applications complexes. Et ben nous, en fait, on suit ce standard-là tout simplement. Et donc en fait dans ce cluster Kubernetes on a développé on a mis en place tous nos agents, tous nos scanners qui vont permettre de pouvoir avoir une vue unifiée de tout ce qui se passe du côté de l'application, du côté des librairies open source, des conteneurs et de l'infra as code. Donc c'est pas mal et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, comment vous expliquer ça? En général, quand je présente Checkmarx face à des clients qui ont une stack particulière. Allez, par exemple, ASG, vous utilisez quel orchestrateur? Est-ce que vous êtes sur Jenkins, sur GitLab, sur GitHub? Jenkins, non, c'est Jenkins. On va partir sur Jenkins, ça va être extrêmement simple. Jenkins, donc, pour ceux qui ne connaissent pas le DevOps et qui ont envie d'un petit peu apprendre ce que c'est, alors pour faire du DevSecOps, il faut d'abord faire du DevOps. Je vais sur mon Jenkins. Et un Jenkins va servir à construire l'application, voire même à faire des tâches alternatives, bref, à automatiser des processus, quels qu'ils soient. Là, vous voyez en fait mon Jenkins, et je ne sais pas, par exemple, je vais prendre ici un pipeline qui va dire, ok, pour construire mon application, j'ai besoin d'accéder au repository, repo comme repository, donc au code source. J'ai besoin du code source, j'ai besoin de lancer des tests, de lancer des tests unitaires, de lancer des tests de code qualité, de lancer plein de choses comme ça, pour à la fin pouvoir déployer en pré-production. Donc ces opérations-là, vous allez voir, qui sont alors, plus ou moins bien codées d'ailleurs ici, sous forme de pipeline. Donc vous voyez que là, en fait, pour récupérer sur Git, je pense que tout le monde connaît Git, il n'y a pas de souci, la branche master, eh bien je vais coder ça. Voilà. Donc en fait, la première opération de mon pipeline, ça va être d'aller récupérer le code source. Après, je vais lancer des tests. Donc là, en fait, j'ai parallélisé les tests. Je peux lancer des tests unitaires en même temps que lancer des tests de code de sécurité de code, en même temps que lancer des tests end-to-end, et à la fin, lancer des tests Checkmarx. Donc lancer un test Checkmarx pour un DevOps, ça se résume à avoir le bon plugin dans Jenkins, et puis à le mouvementer grâce à du code source. Voilà. Bon, c'est pas très joli parce qu'il y a plein d'instructions, mais vous pouvez très bien rendre joli en créant une librairie partagée dans Jenkins vous pouvez wrapper ce genre de choses en fait, dans une librairie. Et puis enfin, il va y avoir plein d'opérations. Alors on va voir GitLab, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent GitLab. GitLab va avoir le même principe, sauf que c'est codé sous forme de YAML, comme dans Kubernetes. YAML, c'est aussi un des standards. Donc en fait, dans mon GitLab, vous voyez ce que c'est GitLab? Tout va bien avec le souci là-dessus. Mon pipeline il va être codé ici, dans mon GitLab CI.yaml, et dedans, je vais avoir des instructions qui permettent de builder, de scanner, d'envoyer des informations en fait, dans mes boucles de feedback, dans mes systèmes de ticketing, etc. en déploiement. Et donc en fait, j'ai demandé à GitLab de dire d'abord tu construis, après tu scannes, enfin, etc. etc. Donc pour lancer un scan, c'est pareil, vous allez avoir besoin de variables, d'instructions, et puis vous allez avoir en fait justement une librairie partagée ici qui va permettre de lancer un scan. Le DevOps, basiquement, c'est ça. Sauf si vous me dites non, mais tu as oublié quelque chose. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté rigolo. Par contre, quand on trouve une vulnérabilité, donc on est conscient qu'il y a un problème et qu'il va falloir le corriger, c'est plus compliqué. Alors, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est d'abord de prévenir les développeurs qu'il y a un problème. Alors ça, on l'a dans quelque chose qui maintenant est en train de devenir un standard, que l'ASG et certaines équipes utilisent,
c'est qu'à l'intérieur de ces outils, vous allez avoir en fait ce qu'on appelle des merge requests. Alors, vous allez avoir des rôles répartis dans les équipes, le tech lead qui a la responsabilité de dire ce code-là peut partir en production, puis les développeurs qui modifient le code. Et donc, ben, vous allez pouvoir, au moment où le développeur va dire « Ah, j'ai changé un bout de code, je voudrais que ça parte en production, je voudrais que le bout de code, tu le valides, ami lead, tech lead », le tech lead, s'il n'a pas l'information comme quoi il y a une vulnérabilité qui a été détectée, il va cliquer sur le bouton merge, c'est-à-dire je pousse en production, à la bug. Il ne va pas savoir finalement, il va dire ouais, le schéma de base de données c'est le bon, mais bon. Et donc en fait, on va présenter dans le fil de discussion qui concerne finalement cette opération, ce changement de code, qui est d'ailleurs en fait à cet endroit-là, dans le commit. Donc là en fait, vous voyez ce que j'ai pu modifier, enfin, j'ai un seul commit ici. Eh bien, le tech lead va avoir l'information comme quoi Checkmarx a détecté des vulnérabilités. Sur telle ligne, c'est une injection de commande. Tiens, injection de commande, ça vous dit quelque chose? Vous savez ce que c'est? Alors, pas vous, l'ASG, parce que vous êtes déjà là, mais une injection de commande, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est le deuxième problème. Le développeur, quand on lui dit tiens, allez hop, merci de corriger cette injection de commande, il dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je ne sais même pas ce que c'est. Alors bon, c'est peut-être injection de commande, vous pouvez imaginer que c'est une entrée utilisateur. Une entrée utilisateur, c'est aussi simple que ça. Si vous êtes dans Google, vous avez une entrée utilisateur ici, vous avez test. Si moi je veux faire une injection, je vais commencer à vouloir bidouiller en fait. Et dire tiens, est-ce que si je mets cette alerte, est-ce qu'il va y avoir un pop-up d'alerte qui va être prévu? S'il y a un pop-up, c'est-à-dire que Google peut être injecté, peut injecter du JavaScript. C'est aussi simple que ça. L'injection de commande, c'est que ça ne va pas être du JavaScript qui va être injecté, ça va être une commande. Du shell ou je ne sais quoi. C'est ça ce qu'on va détecter. C'est-à-dire que Checkmarx SAST va servir à détecter, il va parcourir tous les flux dans le code source et il va essayer de trouver quels sont les flux qui sont vulnérables. Entre l'entrée utilisateur ici et puis la sortie web, est-ce qu'il y a un flux qui à un moment n'a pas été assaini et n'a pas fait en sorte que eh bien, c'est du HTML qui sort et non pas des instructions JavaScript. Ça, c'est aussi simple que... alors par contre, il va falloir détecter et scanner en son entier l'application, parce que si on ne scanne pas l'application en son entier, mais uniquement la petite modification qui a eu lieu là, ben peut-être que cette modification, c'est le contrôleur qui a été appliqué, qui a été modifié, et le contrôleur va appeler plusieurs services, des DAL, etc. Et c'est une modification de code pour ouvrir des vulnérabilités dans d'autres parties du code source. Donc c'est la spécificité de la sécurité applicative, c'est qu'on va avoir besoin de scanner en son entier une application, contrairement à la qualité de code qui nécessite plutôt une analyse syntaxique du code source. Alors, ça c'est la partie test. Mais il y a une autre partie, c'est que le développeur, quand il a construit son application, il a codé certes, mais il a aussi utilisé des librairies, et souvent des librairies open source. Donc on va aussi scanner les librairies open source. Et pour que vous compreniez quelle est la problématique de SIA, parce que ça c'est un truc fascinant, on va rentrer dans un exemple concret de code d'une application. Alors, je vais essayer de retrouver mes petits, voilà ici. Alors, vous savez, pour information, si vous voulez trouver du boulot intéressant, convenablement payé, et qui va vous permettre d'avoir en fait une vision sur les 30 prochaines années, voire même les prochaines centaines d'années, rentrez dans la cybersécurité. Mais pour rentrer dans la cybersécurité, vous ne pourrez pas faire autrement que d'avoir un excellent CV en PDF. Et moi, je vous propose ce projet open source magnifique qui va vous permettre de faire des CV magnifiques. Regardez comme ce CV est cool. Parce que j'ai pris le CV cool. Regardez-moi ça comme il est beau. Voilà. Alors, pour construire cette application, est-ce que vous pensez que le développeur s'est dit tiens, je vais faire en sorte de comprendre comment est-ce qu'on construit une paire PDF et puis je vais commencer à coder ça? Non, il va utiliser une librairie open source qui va injecter à l'intérieur de son code. C'est une application Vue.js, donc en fait JavaScript. Et vous voyez ici qu'il y a ce qu'on appelle un package.json, qui est ce qu'on appelle un manifeste, qui va permettre de dire voilà, pour construire l'application, les opérations qu'il va falloir faire. Et puis surtout les dépendances. En fait, on a besoin de font awesome, matériel design, etc. Et puis, il y a un petit truc qui est très intéressant ici, c'est une librairie qui s'appelle PDF Image. Cette librairie, ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. PDF Image, vous voyez que c'est en version 2.0.0, déjà,
en termes de librairie open source, si c'est 2.0.0 et qu'un développeur dit il y a une vulnérabilité dans cette librairie, je la corrige dans la version 2.0.1, ça sera jamais poussé en production. Là, il y a des bonnes pratiques en fait, à appliquer ici, mais vous voyez que l'automatisation nécessite en fait une configuration simple qui va dire par exemple, ben moi ce que je veux, c'est la dernière version de la dernière version mineure de la branche 2.0.0.1.2.3. Si je fais ça, ça va me permettre, quand je vais avoir mes processus automatisés de DevOps, et quand je vais refaire mon application, reconstruire mon application, d'utiliser celle-ci. Eh bien, pourquoi je vous parle de cette librairie? Parce qu'elle est très intéressante. Alors d'abord, sachez que c'est un projet qui est énormément forqué, 2000 forks, et qui utilise ce fameux package PDF image. On va regarder ce que ça donne. Alors PDF image, Node.js. Eh bien, il est là. Vous voyez que ce projet, qui n'a pas bougé depuis 3 ans, est en version 2. Donc là, on a la dernière version, donc il ne peut pas y avoir mieux que ça. Il est téléchargé toutes les semaines, 5800 fois. Là, je suis, pour ceux qui ne savent pas, NPM.js, c'est ce qu'on appelle un registry, c'est un registre public de librairie stack. Et n'importe qui peut publier la librairie qu'il a faite. Si je veux faire une librairie sur les pizzas, je peux la publier en mon nom, en disant, ben voilà, j'ai développé une super librairie et utilisez-la. Et alors, c'est problématique parce que cette librairie est vulnérable. Alors, comment j'ai pu identifier cette vulnérabilité? Tout simplement en utilisant notre outil qui s'appelle SCA, Software Composition Analysis, qui me permet en quelques clics d'aller dans le repository. Là, on va regarder s'il n'y a pas des librairies jQuery, par exemple, qui sont en train de se promener dans le repository en tant que tel. Puis je vais regarder l'outil, le manifeste, pour détecter les vulnérabilités dans ce manifeste. Et donc là, je me rends compte déjà que ce petit projet qui n'avait l'air de rien, qui s'appelle Best Resume Ever, utilise 1400 librairies open source pour être construit. C'est quand même pas rien. Donc en fait, vraiment, c'est un monde à part. On ne se rend pas compte à quel point, alors encore plus dans notre JS, que les librairies, en fait, c'est des tout petits bouts de librairies qui sont utilisés ici ou là. Et donc nous, notre parseur, va essayer de trouver les vulnérabilités et de les présenter du mieux qu'il peut. Donc voilà, par exemple, les 1400 packages avec le top des vulnérabilités. Alors ce que vous voyez, c'est qu'aussi, il peut y avoir des trucs un peu rigolos. C'est-à-dire qu'en fait, les librairies sont doublées. C'est que vous avez cette librairie debug qui est disponible en version 2.6.9 et 3.1.0. Si je vais dans le détail, eh bien, je vais me rendre compte que finalement, cette librairie n'est pas utilisée directement par le développeur, mais ce qu'on appelle un package path, c'est en fait un chemin qui permet d'arriver jusqu'à la librairie. Donc en fait, cette librairie, elle est utilisée par toutes ces sous-librairies de cette librairie. Et puis si je prenais l'autre librairie, vous verriez que ce serait un autre chemin. Donc là, ce que je vous montre, c'est vraiment un outil de checkmarks qui va vous permettre de pouvoir savoir que en fait, vous pourriez mettre à jour en version 4.3.2, mais ce n'est pas ça que vous allez faire ici. Par contre, si je vais dans le détail et que je vois ce fameux PDF image, il est là, il est magnifique. Alors, ce n'est pas une librairie transitive comme tout à l'heure, c'est une librairie directe qui est utilisée directement par le développeur, et puis des vulnérables. Donc malheureusement, il n'y a pas de fixe. Ça, je vous raconte l'histoire, je vous spoil la fin de l'histoire. En fait, vous pouvez avoir des librairies qui sont utilisées et téléchargées 6000 fois par semaine, et qui finalement, en fait, sont vulnérables, et l'équipe de développeurs n'a toujours pas corrigé cette vulnérabilité. Voilà. Alors, parmi les choses qui sont assez attractives chez Checkmarks, les choses qui sortent de notre R&D, parce que déjà, ça c'est quand même, c'est pas rien en fait, il faut savoir passer ce genre de choses. On va aussi calculer ce qu'on appelle une question. Alors, lorsque Checkmarks, justement, va checker une librairie et trouver ses vulnérabilités, est-ce que vous sauvegardez éventuellement les vulnérabilités par justement mise à jour dans une bibliothèque ou dans une base de données ou pas du tout? Alors, si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'on a une base de données de vulnérabilité? Alors, absolument, elle est là, elle est disponible ici. Donc si par exemple je veux rechercher PDF image, je
Je vais couper, je suis un peu vite. Et donc lorsqu'on utilise checkmarks, Oui. par exemple sur PDFIMAT, est-ce que ça va justement analyser la bulle de la librairie ou d'abord analyser votre banque de données pour trouver éventuellement les failles ou d'abord justement la librairie analyser. Alors, je vais vous expliquer le fonctionnement. Excellente question, ça va permettre de voir le fond de l'affaire. Alors, il faut savoir que quelle librairie est utilisée. Donc, pour ça, on va résoudre le manifeste. 2, on va avoir une base de connaissances, comme vous voyez ici, qui permet de dire que voilà quelles sont toutes les versions qu'on connaît et en fait, toutes les versions sont vulnérables. Donc, après, vous allez avoir le détail. Donc, pour ça, on a des analystes en interne qui vont dire cette CVE, c'est-à-dire en fait ce numéro d'identification de la vulnérabilité, eh bien, est présent dans telle version de cette librairie. Donc déjà, il faut avoir cette information en interne. Et après, on va plus loin. C'est qu'en fait, Checkmarks est connu depuis 15 ans sur son outil SAST, et en fait, on va scanner non seulement, si vous le souhaitez, le code source des développeurs, mais aussi le code source de la librairie. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir corréler les résultats. Et donc, en fait, on va pouvoir présenter les choses comme je vais vous montrer. Et là, je pense que comme ça, vous allez bien comprendre le principe sous-jacent. Alors, prenons par exemple ce projet Java. Donc, pareil, plein de vulnérabilités dans tous les sens. Mais quelque chose qui peut être intéressant, c'est de regarder le fait qu'il y a certaines librairies qui ont été corrélées. C'est-à-dire qu'en fait, on a essayé de trouver l'usage de ces librairies. Donc, si par exemple, je prends la première, la deuxième, on a détecté en fait une vulnérabilité et on va essayer de voir si finalement c'est pas ce qu'on appelle un faux positif. Dans la sécurité applicative, il y a beaucoup le terme de faux positif. Il y a toujours trop de faux positifs. On envoie des alertes, mais les alertes finalement en fait elles étaient là pour rien. Elles ennuient tout le monde, c'est du bruit. Donc le travail sur les faux positifs, c'est quelque chose d'important. Donc là typiquement, cette vulnérabilité-là, de cette librairie-là, on a détecté à l'intérieur du code source des développeurs qu'elle est utilisée 3 fois. Elle a été importée et des méthodes de cette librairie ont été utilisées dans le fichier main.java. Ça va permettre de pouvoir dire, ah tiens, imaginons qu'ici il n'y a eu qu'une seule ligne, importe-moi cette librairie mais ne l'utilise pas, plutôt que de dire, oh là là, il y a une vulnérabilité, on va dire, ça serait bien de demander au développeur de nettoyer son code source et d'enlever en fait l'import, parce que l'import ne sert à rien. Donc c'est ces choses-là qui font qu'à un moment, le cas d'usage en fait va varier en fonction du contexte. C'est ça aussi qui est passionnant de la sécurité applicative, c'est que ça reste du côté artisanal, c'est du cousu, on fait du développement. Et ça va plus loin, puisque en fait là on était au niveau de la librairie, on va essayer de trouver aussi quels sont les chemins vulnérables dans l'application qui sont liés à une CVE. C'est-à-dire qu'une CVE par exemple, ça peut être une histoire de Google. Je mets un JavaScript dans tel champ, et à la fin, ça me sort l'information dans l'interface web. Et bien là, on va essayer de voir comment est-ce que cette vulnérabilité elle peut être qualifiée dans le code source du développeur. Alors là, voilà comment est-ce qu'on fait. Donc là, on est au niveau vraiment de la vulnérabilité. Donc là, j'ai 2 vulnérabilités qui ont été qualifiées par Checkmarks sur le chemin d'exploitation. Alors attendez, qu'est-ce que je peux prendre de celle-ci? Je vais prendre l'autre parce que je sais qu'il y en a une. Alors, je vais commencer par celle-ci. Vous voyez que là, en fait, cette CVE qui est qualifiée ici. C'est-à-dire un chercheur de par le monde a trouvé qu'il y a une vulnérabilité en utilisant cette librairie Solar. Cette vulnérabilité-là est liée à cette méthode dans la librairie open source, qui est utilisée dans la librairie open source par cette méthode, qui est ensuite utilisée par le développeur de l'ASG, par exemple, par un développeur, peut-être vous aussi, à telle ligne de l'application. Donc ça, pareil, ça va permettre de qualifier. Donc pour ça, il faut avoir un bon outil SaaS qui va permettre de trouver les vulnérabilités. Voilà, alors je crois que je vais essayer de vous montrer l'autre, parce que l'autre, elle est encore plus impressionnante. Non, elle n'est pas impressionnante. J'en ai une qui est super impressionnante, où il y a, je sais pas, genre 15 barres. Des questions là-dessus? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tu peux juste rappeler ce qu'est que le CVE? Alors, la CVE, c'est tout simplement une identification publique et normalement unique d'une vulnérabilité. On trouve ça grâce à la MITRE ou la NVD. C'est-à-dire que par exemple, voilà, ça va pas aller, NVD, c'est NVD.
Voilà, je pense que je vais la trouver. En fait, une organisation américaine à but non lucratif, voire même gouvernemental, est responsable de tenir à jour une base de données mondiale qui va permettre de dire que quand, par exemple, Checkmarx, un expert Checkmarx a détecté une vulnérabilité, eh bien on va la qualifier, on va lui donner un numéro d'identification unique. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a que des vulnérabilités qui ont été identifiées. Je peux vous donner plein d'exemples de cas où vous allez avoir un développeur qui va ouvrir une issue dans GitHub et qui va dire « Oh là là, j'ai détecté tel problème ». Et un autre développeur va dire « Je la corrige ». Ils ne vont pas passer de temps en fait, à créer une vulnérabilité publique, un ID public. Mais en fait, vous allez avoir une base de données qui va vous permettre de pouvoir rechercher. Là, vous avez toutes les différentes vulnérabilités ici. Par exemple, il y a une CSRF sur je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à lire tout ça. Mais si je fais une recherche, peut-être du PHP, bon, on va regarder. Si je regarde les vulnérabilités, je crois que c'est là. Si je recherche par exemple PHP, ou je ne sais pas, vous utilisez quoi par exemple Drupal. Pardon Ou Drupal sinon. Voilà. Ben, vous voyez toutes les vulnérabilités qui sont liées à PHP. Donc là, par exemple, il y a une nouvelle vulnérabilité qui a été publiée le 19 octobre. Alors, une vulnérabilité, alors après, bon, je ne sais pas, ça dépasse peut-être le cadre de cette réunion, mais vous allez voir qu'en fait, la date de publication et la date de détection n'est souvent pas la même. Parce que souvent, vous avez des protocoles dans la cybersécurité où quand vous trouvez une vulnérabilité, par exemple, moi j'en ai trouvé une dans un service de stream, et donc j'ai remonté la vulnérabilité dans un ticket au support en disant j'ai trouvé une vulnérabilité dans vos API, parce que j'ai un peu manipulé ça. Et donc en général, en fait, vous faites un travail sans publier en fait la vulnérabilité que vous détectez. Et après, on les publier une fois que normalement le correctif est présenté. Il peut y avoir plusieurs. Vous voyez que là, par exemple, c'est WordPress qui l'a trouvé. Est-ce que j'ai été clair? Oui, c'est bon. C'est pas mal. Voilà, donc vous voyez qu'on peut trouver des vulnérabilités dans le code source de l'application, dans la librairie open source, dans les librairies open source, mais on va pouvoir aussi trouver des vulnérabilités dans l'infra as code. Alors là, c'est l'occasion pour moi de vous présenter le troisième passage, je pense. Alors, il reste combien de temps à peu près? Il te reste Alors, si je suis pas patient, 15-20 minutes, c'est bien. Ah oui, dites-moi si je ne suis pas clair sur certains points. Maintenant, je vais vous présenter en fait la nouvelle plateforme que vous n'utilisez pas aujourd'hui à l'ESG parce que c'est encore en mode cloud. Même ça, hein, nous c'est plus vieux que ça. Ouais. C'est-à-dire Nous c'est plus vieux que ça. Enfin, ça c'est plus récent que ce qu'on a. Absolument. Ouais. Absolument. C'est-à-dire que, alors, SIA, si j'utilisais SIA, ça va être la même interface. Et vous voyez que là, en fait, on a unifié aussi nos interfaces pour le travail marketing et aussi le design. Pour avoir quelque chose qui à l'œil en fait soit agréable, voilà. Mais par contre ça va être les mêmes engines, ça va être les mêmes résultats en fait. Alors voici le truc. Donc ça on est super fiers chez Checkmarx parce que c'est beaucoup de boulot pour faire une application comme ça qui va permettre de travailler. Je sais pas, on a des clients comme Visa, comme SAP, des gens comme ça, ils scannent des milliards de lignes de code par jour. Donc vous avez besoin d'avoir des infras qui tiennent la charge pour pouvoir tenir des milliards de lignes de code. À l'ASG, je ne sais même pas combien vous avez vous avez peut-être des milliards de Ah, mais je ne fais pas, mais des fois c'est long. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, donc moi je discute avec des architectes en interne chez Checkmarx qui me disent nous, tu vois, cette plateforme-là, j'ai testé 300 engines qui tournent en même temps, ça ne bouge pas. Je me dis pour l'instant, on est bon, on va pouvoir tenir en fait la charge des principaux use cases. Donc voilà, alors. Pour aller vite, on va pouvoir, ça c'est la grande nouveauté, on va pouvoir en un clic, en une intégration, faire un scan SAST, code source de l'application, SIA, les librairies open source, et Kix, l'infra as code. Alors pour faire ceci, alors soit on s'intègre dans les pipelines de développement, soit on importe carrément en fait, les projets dans GitHub, dans GitLab. Donc si par exemple je veux récupérer en fait, mes projets dans GitHub, j'ai une belle intégration. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais sachez qu'en fait, je peux importer en fait, un projet comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai 3 clics à faire. Alors, ça y est, c'est parti. Je choisis ma branche. C'est parti. Donc voilà, l'idée c'est que ce soit agréable. Et typiquement, j'en ai scanné un, c'est celui-ci. Alors on y va. Alors, ah non, je vais vous ficher
fonctionnalité avec ça. Attends, je vais peut-être prendre celui-ci, un projet .NET. Alors, je ne vous ai pas dit, mais on scanne en fait du COBOL, si jamais vous avez des développeurs COBOL ici, du VBA dans les macros. Ah bah, banque assurance, oui, ça c'est clair. Ça chez moi. Et du VBA encore. Ouais, on scanne du Microsoft, hein, du .NET, donc il faut. C++, 20, etc. Bon, bref, on peut scanner plein de choses. Et c'est ça aussi le gros avantage, c'est que pour quelqu'un qui a un Ops, et en fait quelqu'un qui doit déployer, il va dire ok, j'ai pas à déployer un scanner pour du PHP, un autre pour du C++, etc. C'est le gros avantage. Et donc, je vais peut-être commencer par vous présenter en fait un résultat SAS en tant que tel. Je ne vous l'ai pas montré encore. C'est en fait, je vais vous montrer une vulnérabilité dans le code source des développeurs. Alors, par exemple, une injection SQL de deuxième ordre. Voilà. On va faire un truc simple. On va prendre autre chose. Donc déjà, qu'est-ce qu'une injection SQL de deuxième ordre? Là, vous avez le viewer qui permet de pouvoir analyser en fait la vulnérabilité qu'on a détectée. D'abord, qu'est-ce que c'est? Alors, on a en fait une documentation qui va permettre d'avoir la description de ce qu'est une injection SQL de deuxième ordre. Tout est expliqué ici, je vais peut-être passer les détails, mais en gros, plutôt que la XSS, vous souvenez-vous, j'étais en fait du côté de Google et j'attaquais sur l'interface web. Une injection SQL de deuxième ordre, c'est vous avez une instruction SQL qui est stockée dans une base de données, qui est utilisée dans un flux et qui ensuite va impacter la base de données. Donc c'est-à-dire qu'un attaquant va faire un effet rebond, il va dire j'injecte du code SQL qui ensuite va être exécuté en deuxième ronde. Donc voilà, donc on va avoir des exemples de code source, donc ce qui fait que le développeur, il ne va pas être perdu. Le DevOps, lui, il est tranquille, il a lancé son opération automatisée, le scan il est lancé, il a fini son boulot. Le développeur, il a cette vulnérabilité à corriger. Donc il faut la qualifier. Donc une SQL injection de deuxième ordre, ça commence par une sortie de base de données. Donc là vous voyez qu'on va avoir un adaptateur, donc je crois c'est un record set, je crois que c'est ça qu'on appelle ça en .NET. Un record set qui provient de la base de données, donc c'est un champ commentaire apparemment qui est en train de sortir. Et puis on va suivre le flux dans le code source. Et on va se promener dans les différentes méthodes, petit à petit, alors je vous passe les détails, vous voyez tout ça, petit à petit, on va retrouver en fait une entrée de base de données où la commande a été construite par ici et on n'a pas trouvé, voilà, donc il y a un insert into comment et en fait les informations en fait, qui proviennent de la base de données sont en train de construire une magnifique requête SQL par concaténation et qui ensuite est injectée. Alors sachez que souvent on nous dit mais les injections SQL ça n'existe plus parce que maintenant on a des gens qui sortent d'école et qui sont à fond la caisse et qui savent qu'en fait on doit utiliser les bons composants, les bonnes dates pour éviter ce genre de choses. Et bien sachez qu'il n'y a pas que des développeurs maintenant qui développent. Dans les organisations, vous avez la R&D qui fait du gros boulot, et vous pouvez avoir aussi des data scientists qui vont se dire tiens mais moi j'ai besoin d'accéder à la base de données rapidos, faire des requêtes pour aller récupérer de la valeur, et puis construire des tableaux de bord rapidos. Normalement ça reste en interne. Mais ça peut partir dans un extranet si à un moment cette valeur commence à avoir de l'intérêt et qu'on se dit tiens hop, on va mettre ça, on va pousser ça en production et on va dire au client maintenant regarde tu peux accéder à tes données. Donc voilà, il faut faire attention et le périmètre de la sécurité applicative est assez large. Donc voilà ce que c'est concrètement une vulnérabilité qu'on détecte dans le code source. Juste une question. Absolument. Quand vous dites qu'en gros les data scientists peuvent aussi coder, c'est dans le sens où ils ne sont pas forcément familiarisés avec les notions de sécurité. Oui. Ils ne vont pas forcément mettre de... Oui, puis surtout, c'est pas forcément leur sujet, c'est pas le sujet de l'organisation. Parce que vous allez avoir un data scientist qui va dire mais moi je veux requêter dans cette base de données Oracle les infos clients qui ont cliqué à tel endroit et qui ont fait tel truc. Et grâce à ça, je vais pouvoir extraire des données et puis l'utiliser pour telle autre chose. Ils vont faire un travail de quick and dirty. L'important c'est d'avoir les données pour les compiler. Le problème, c'est que ce genre de modules peuvent à un moment être déployés en production parce qu'on a envie de le partager aux clients ou je ne sais quoi. Donc il faut faire attention, souvent il y a du code qui va être récupéré, qui va ensuite être poussé. C'est un exemple, Oui. et c'est un exemple réel parce que j'ai fait ça en POC. Alors un POC, c'était un proof of concept, c'est en fait un test chez un client. Et je vous raconte une histoire véridique. C'est vraiment des gens, j'avais la R&D qui m'ont regardé comme ça, dans les 12 injections SQL, c'est ringard. Et on a lancé des scans, on a trouvé une injection SQL. C'est vraiment trop de vrai. Donc c'est pas une histoire, c'est impressionnant.
Voilà, donc il va falloir la qualifier, il va falloir marquer cette vulnérabilité comme médium, et puis peut-être que vous allez vous dire, ça ne suffit pas, j'ai toujours pas compris quel est l'intérêt de cette vulnérabilité, et puis moi-même, je pense même que c'est pas si important que ça. Donc je vais marquer la vulnérabilité comme non exploitable. Et ça, c'est un gros sujet dans la sécurité applicative, c'est qu'il faut réussir, quand on est développeur et qu'on est dans le mode building blocks, on ne pense pas à l'attaquant qui va utiliser l'application d'une façon non prévue. Et là, on va avoir en fait juste ici un petit outil de formation qui va permettre en quelques minutes de pouvoir jouer une injection SQL de deuxième ordre dans un portail vulnérable. Donc on a aussi une partie formation parce que l'humain, le développeur, c'est malheureusement en fait la seule personne qui va pouvoir corriger la vulnérabilité au cœur du code source. Donc je ne vais pas avoir le temps de vous montrer ça, mais sachez qu'on a des. Si vous allez sur Code Bashing, qui est notre outil de formation, vous allez avoir quelques exercices gratuits. Allez, vous avez utilisé déjà Code Bashing? Bon, ben voilà, en fait, vous allez avoir en fait un gentil et un méchant. Le méchant attaque le portail vulnérable. Bon, c'est un peu trop lent avec le wifi là, mais bon bref, vous avez, on va vous faire jouer l'injection SQL en fait dans un portail vulnérable. Donc ça c'est rigolo. C'est que pour des injections SQL, c'est pour. Enfin, c'est vraiment lié à la vulnérabilité qui a été détectée. Donc, Absolument, ouais, absolument. Et normalement, c'est curieux, normalement, je pense qu'il y a des exercices d'injection double. Je sais pas pourquoi est-ce que. en tout cas, c'est de la formation. Vraiment. Absolument. C'est en fait moi qui étais développeur, moi je me suis déjà fait hacker. Moi j'ai appris la sécurité sur le dur, hein. C'est-à-dire j'étais en directeur technique, à un moment il y a mon site web qui est tombé, quoi, parce que j'avais été attaqué. Donc je l'ai vécu en fait en vrai, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte en fait de comment est-ce que le code source qui a été développé en fait peut être utilisé de façon malicieuse. Et là effectivement, ben non, on n'a pas de. Bon, on a sur un autre exercice, moi je remonte ça en fait. Bon, voilà. Donc ça c'est. Je vais répondre à vos questions. Parce que là je suis en train de closer ce que je veux dire, et je veux quand même vous montrer ce que c'est qu'une vulnérabilité dans l'infra code. Parce que j'ai parlé en fait d'un petit peu tout sauf de ça. Alors, déjà, à la fin de cette discussion, vous allez pouvoir tester gratuitement et même utiliser gratuitement cet outil parce qu'en fait, il est proposé en open source et il est gratuit. L'outil s'appelle Kix. Si vous allez sur kix.io, vous avez la documentation. Donc là, tout de suite, vous pouvez, alors voilà son support, Terraform, Ansible, Docker, etc. Et si vous cliquez sur Get Started ici, vous téléchargez la petite CLI et vous pouvez regarder ce qu'il y a dans votre code source, enfin dans vos recettes Dockerfile. On a aussi des intégrations, on a des images Docker, donc vous pouvez utiliser tout ça. Et voilà. Et donc en fait, ce qu'on va pouvoir détecter, ce sont des vulnérabilités de ce type. Alors d'abord, des mots de passe écrits en dur, c'est en fait des API, des tokens qui sont intégrés à l'intérieur des recettes. C'est une très mauvaise pratique, comme vous le savez tous. Donc là, bah voilà, on a trouvé en fait un mot de passe écrit en dur. Dans les clusters Kubernetes, ce qu'on peut détecter, c'est ce genre de choses. Limite de CPU qui n'a pas été identifié, qui n'a pas été marqué en fait dans le code. Imaginez Doctolib, souvenez-vous, 400 pods habituellement, paf, Emmanuel Macron tweet, allez-y, faites-vous vacciner, sinon vous ne pouvez pas aller au café, 1000 pods qui sont déployés. Donc pour ça, en fait, imaginez que si les pods, vous ne limitez pas les CPU, si vous ne limitez pas la mémoire, vous pouvez avoir un cluster Kubernetes qui va être engorgé parce que trop de puissance. Donc c'est pas une vulnérabilité critique, mais ça peut avoir un impact assez sérieux. Donc c'est ce genre de choses aussi qu'on va détecter. Si vous voulez avoir toutes les vulnérabilités, je crois qu'elles sont listées dans toutes les requêtes. Mais ça, c'est intégré dans Checkmarx de base. Alors, vous qui utilisez Checkmarx SaaS sous Windows, on n'a pas intégré les résultats. Néanmoins, c'est un produit qui est gratuit, vous pouvez intégrer ça dans votre Jenkins. Donc on a une intégration, donc vous allez pouvoir lancer un scan automatiquement dans Jenkins en suivant cette recette. Et les résultats sont présentés dans vos pipelines. Donc là, vous voyez toute la liste. Donc là, on a le pipeline. En fait, il suffit de copier-coller ça et puis, ou de l'adapter à votre contexte. Il y a deux façons de le faire. Et à la fin, vous aurez. Non, excusez-moi, au début. Excusez-moi, je vais un peu vite. Mais il n'y a pas besoin d'un serveur qui exporte. Non, c'est une CLI
en Golang, donc c'est le footprint est Ouais, vraiment la CLI, elle appelle quoi? Elle appelle rien. Elle est mise à jour régulièrement et c'est tout intégré dedans. c'est intégré. En fait, si vous voulez savoir comment c'est construit, vous allez sur GitHub, vous avez toute la recette. Les requêtes, si vous voulez faire des modifications, vous pouvez forquer le projet et puis rajouter vos requêtes, et puis recompiler, et puis voilà. Donc là, vous allez avoir toutes les requêtes qui vont être intégrées à l'intérieur de la petite CLI, qui en quelques secondes va trouver des vulnérabilités. Donc typiquement, tiens, dans Dockerfile, c'est quoi déjà? C'est root. Voilà. Last user is root, c'est typiquement une vulnérabilité qui peut être dommageable en fait pour la prise en compte des modifications en production. Si vous avez un conteneur qui tourne en mode admin, eh bien ça peut ne pas passer des règles de sécurité des gens qui s'occupent de l'infra. C'est pas une bonne pratique. Alors que vous, sur votre ordinateur, vous avez tout testé, vous dites ça marche, c'est nickel. Poussé en production, ça marche pas. Vous perdez 15 jours en déploiement. Donc c'est le genre de choses que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Par contre, l'intégration des résultats à l'intérieur de l'interface, ça va se faire avec la nouvelle plateforme AST. Et donc vous allez avoir, pour finir, vous allez avoir des dashboards qui vont vous permettre de voir, mais dans votre application, dans vos librairies utilisées et dans votre infra, quel est l'état de votre sécurité applicative. C'est pas mal. Alors, petite question, pour voir si vous avez bien suivi. À votre avis, pourquoi parmi les indicateurs stars ici, l'âge de la vulnérabilité est en prime time? L'âge, oui. Aging summary. Par exemple, là, il y a 133 vulnérabilités détectées, parce que je n'ai pas lancé de scan depuis moins de 30 jours. Toutes les vulnérabilités sont de moins de 30 jours. Pourquoi est-ce que l'âge d'une vulnérabilité, c'est un indicateur important? Plus ça traîne, plus ça va traîner entre les mains des gens qui sont bien traités. Ce qu'on appelle la surface d'attaque dans la sécurité applicative. C'est-à-dire que vous allez avoir votre faille béante va rester là, et que donc plus vous tardez à la corriger, plus elle peut être exploitée. Des questions peut-être? Ah si, peut-être dernier truc. One more thing, c'est ça? Oui. Si vous voulez tester sans télécharger, etc., vous pouvez aller sur kix.checkmarks.net et là vous pouvez tester votre infra as code en uploadant sur un serveur américain votre code source.